Les refontes, les migrations, les tests, les changements de thème, les A/B tests, etc., le tracking, le SEO. Bref, il existe 50 raisons et manières de modifier votre site. Et quelles sont les bonnes, ou du moins, à quel moment faut-il les mettre en place? On va répondre à tout ça dans cette vidéo dans laquelle on va déjà parcourir toutes les raisons, ou les différentes raisons en tout cas, et puis les manières de faire évoluer son site. Quand est-ce qu'il faut les faire intervenir et pourquoi? Quand est-ce qu'il faut en prioriser certaines plutôt que d'autres? Et pourquoi les refontes ne sont pas forcément à bannir? Et pourquoi, dès qu'on peut, on va pouvoir faire des A/B tests? Pourquoi ces A/B tests existent? Oh là là, on va répondre à tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça va, on est parti. La première raison de faire évoluer sa boutique en ligne, c'est d'augmenter son trafic. Ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais techniquement, une des premières modifications que vous pourriez apporter à votre boutique quand elle existe, on part du principe qu'elle est déjà créée, ce serait de mettre en place des actions SEO pour augmenter votre trafic. Évidemment, par la suite, ou même avant, la majorité des modifications que vous faites sur votre site servent à augmenter le panier moyen ou le taux de conversion. Mais comment s'y prendre? On va voir ça un petit peu plus tard. Augmenter le nombre de leads, capturer plus de mails, soit par les pop-ups, soit via les articles de blog ou autres sources qu'on peut avoir. On pourrait même créer des pages de capture isolées. Retravailler son positionnement, intégrer une nouvelle DA et donc faire évoluer l'aspect visuel de notre marque pour que ce soit cohérent sur tous les canaux. Se lancer à l'international, ça peut être une raison de faire bouger son site. Évidemment, sortir un nouveau produit ou avoir une période de solde qui se déclenche impliquera des modifications sur le site pour faire en sorte que l'utilisateur comprenne qu'il est dans une période hot et qu'il faut se dépêcher d'acheter. Il y a plein de raisons de faire bouger son site et encore une fois, les manières de le faire diffèrent. Donc on va voir les différentes manières et puis on va voir évidemment comment s'y prendre, ou à quel moment. Premièrement, première manière de faire bouger son site, on va dire, c'est la routine, quoi. C'est ce qui arrive quotidiennement sur le site. Donc, si j'ai une nouvelle sortie de produit, je vais être contraint de faire bouger mon site. Donc, dans un premier temps, je vais devoir créer cette fiche produit sur mon site. La vraie question qu'il va falloir se poser, c'est comment ou à quel endroit je vais le mettre dans mes collections? Comment je vais le mettre en avant dans ma navigation? Est-ce qu'il va faire de l'ombre potentiellement à mon best-seller ou à mon produit principal? Et donc, on commence à voir déjà que, certes, ici dans la routine, techniquement, je dois simplement modifier quelque chose ou le mettre en place parce que voilà, j'ai un nouveau produit qui arrive sur le site, il faut juste le créer sur le Shopify. Mais il y a des vraies questions qui se posent de comment je le mets en avant et est-ce que ce nouveau produit ne va pas affecter mes acquis et les performances qui sont déjà disponibles sur le site? On en parlera un petit peu plus tard. Une autre manière de changer son site, c'est simplement de changer la bannière, quoi. Quand on change de saison, on a un nouveau shooting photo ou autre, on fait évoluer la qualité ou on communique d'autres choses. Certaines marques le font, même toutes les 2 semaines, on a un changement de bannière. On va changer aussi la bannière et souvent la barre d'annonce ou autre s'il y a des soldes. Un autre événement ou une collab par exemple avec d'autres marques, ici pour annoncer un peu ce qui se passe et dynamiser le site, pour aussi donner un intérêt aux utilisateurs de revenir, de se reconnecter, de voir ce qui se passe, montrer qu'il y a une activité et qu'on n'est pas sur une plateforme fixe. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer aussi que votre site il est voué à évoluer non-stop et que plus votre site sera fixe, plus vous risquerez aussi d'une part de perdre l'engagement des utilisateurs qui apprécient votre marque et qui y trouvent de l'intérêt, et d'autre part de ne pas adapter l'expérience que vous proposez sur votre site à l'évolution du comportement des utilisateurs. Donc techniquement et fondamentalement, les routines permettent de s'adapter parce qu'on va avoir une proposition de valeur qui est mieux répondue avec des produits qui complètent notre offre, des produits qui s'adaptent mieux en cross-sell et en vente croisée en fonction des nouvelles sorties ou autres, mais aussi un visuel et une image de marque qui s'améliore avec le temps. Une autre routine, c'est d'ajouter des témoignages ou des sources d'autorité. Encore une fois, ça ne nécessite pas une refonte, ce n'est pas quelque chose qu'on va tester, quoi. Ça fait partie de la routine. On enregistre et on récolte des reviews pour augmenter le niveau de preuve sociale ou d'autorité qu'on a sur la marque. Et évidemment, il faut les mettre en avant. Il existe des autres routines, d'ailleurs mettez-les dans les commentaires si vous en avez d'autres ou si vous n'êtes pas sûr. Mais ça, c'est une première manière de faire bouger son site. La seconde, ça va être le trafic. Donc ici, on va principalement parler de SEO. Différentes manières de faire bouger son site pour le SEO. La première, en tout cas, c'est la création d'articles de blog.
Le SEO marche d'une manière où il est basé sur 3 piliers fondamentaux et un de ces piliers-là, c'est le contenu. Plus il y a contenu, plus il y a d'URL. Alors, il ne faut pas confondre la richesse des pages et le nombre d'URL, mais ça, on va en parler juste après. Plus il y a d'URL, plus vous allez être positionné sur des termes de recherche. Et c'est ce que vous avez envie de faire dans votre marque, c'est être présent sur un maximum de termes de recherche en lien direct ou un peu moins direct avec votre audience, juste pour qu'il y ait une répétition de marque globale des utilisateurs qui montrent de l'intérêt pour votre site et que l'autorité globale de votre site augmente pour que les pages principales remontent. Ça, c'est la stratégie de la création d'articles de blog. Et donc, la majorité des marques aujourd'hui ont un blog qui est assez actif, qui est souvent blindé d'informations et peu exploité, on va dire, dans un but transactionnel, parce qu'il sert à augmenter l'autorité globale du site et faire ranker les pages principales. En SEO aussi, une manière de bouger son site, c'est d'augmenter la richesse du contenu sur les pages. Vous allez nourrir de contenu les pages de collection, la page d'accueil ou autres pour leur donner plus de poids, plus d'impact pour Google, y intégrer beaucoup plus de mots-clés, qu'elles soient considérées comme plus importantes, impactantes et qu'elles aient plus de chances de se positionner sur vos mots-clés principaux. Un autre pilier du coup du SEO, c'est la technique, ça passe aussi par la vitesse. Et donc là, c'est bien retravailler son balisage, la vitesse de chargement, les halts qu'on va trouver dans des images ou autres. Et c'est important de le soigner parce que ça fait partie de la base sur laquelle votre site s'appuie. Et donc, un site qui n'est pas optimisé techniquement et un site qui traîne des casseroles en organique, en optimisation SEO. Et si c'est votre intérêt ou votre focus à l'heure actuelle sur la marque, vous devez vous y intéresser. Idem pour la partie maillage interne, on peut même parler des backlinks, même s'il y a un peu moins de lien avec le site en lui-même, parce que ça peut se traduire par un article de blog chez vous ou chez la personne que vous sollicitez. C'est une raison ou une manière de faire évoluer votre site. Sur la partie trafic, il y a l'optimisation du tracking et des événements clés. Alors, il y a le tracking global, celui qu'on utilise pour comprendre certaines choses qui ne peuvent pas être vues à l'œil nu sur le site et sur la boutique en ligne, mais il y a aussi le tracking qui est lié à l'optimisation des régies publicitaires et donc le fait d'avoir un trafic qui soit plus qualifié. C'est vrai que dans la partie trafic, vous pouvez augmenter ce trafic, mais vous pouvez aussi augmenter la qualité de ce trafic-là, et ça, c'est vraiment un jeu d'acquisition pure. En attendant, pour que ça se fasse, vous devez avoir un bon tracking. Et un tracking, évidemment, avec le moins de pertes possible, parce que qui dit moins de pertes, dit des algorithmes qui s'optimisent plus rapidement et une meilleure lecture aussi pour vous. Une autre partie que j'ai liée au trafic, c'est les landing pages. Je l'ai vraiment sorti du site et je l'ai mis sur la partie trafic parce qu'il s'articule vraiment entre l'acquisition de trafic et le site en lui-même. Généralement, c'est des pages tampons. Même si landing page veut dire page d'atterrissage, et on pourrait parler simplement d'une page produit. Là, on va vraiment citer le landing page comme une page tampon qui s'articule entre l'acquisition et le site. La première, selon moi, landing page que vous devriez lancer ou sur laquelle vous devriez vous intéresser, c'est celle qui permet de définir des premiers angles marketing. C'est des landings qui sont plus destinés au top funnel et aux personnes qui découvrent à peine votre marque pour avoir un petit peu plus de cohérence. Un exemple que je prends souvent, c'est que si vous avez par exemple plusieurs angles pour parler de votre produit, des raisons économiques, des raisons écologiques d'acheter, des raisons d'hygiène ou autres, vous avez envie de tester des angles spécifiques qui ciblent ces angles-là en publicité et puis de garder de la cohérence grâce à des landing pages. Vous n'allez pas modifier votre fiche produit, vous allez garder une fiche produit qui est assez globale pour les campagnes de retargeting, pour les personnes qui contournent ces landing pages, qui ont déjà montré un intérêt à la marque et dans laquelle on a envie d'avoir tous les arguments de vente réunis au bon endroit. Donc généralement, les landing pages offrent de meilleures conversions, mais s'adressent à moins de trafic, un trafic qui est plus isolé. C'est une super manière, encore une fois, de voir dans quel ordre, qu'est-ce qui convertit le plus ou quoi, sans avoir besoin de faire des tests super avancés qui nécessitent de la technique ou beaucoup plus de transactions. Donc pour finir, une très bonne manière de faire avancer son site. On verra par la suite dans quel ordre je vous conseille de vous y intéresser. Évidemment, cela peut varier d'une marque à l'autre, mais il y a quand même une direction globale. Ensuite, parlons d'optimisation. Là, on commence à avoir du trafic. On a déjà un site en place et on arrive à ramener des utilisateurs qualifiés dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'optimisation ?
Déjà, le premier truc, c'est qu'on doit rester au maximum en contrôle des choses qu'on change sur le site et évidemment des raisons pour lesquelles on le change. Ma recommandation ici, et c'est là-dessus que j'insiste, et c'est la raison pour laquelle cette carte est rouge, c'est que vous devez rester en contrôle de la raison pour laquelle vous modifiez votre site et vous ne devez pas les multiplier. C'est l'erreur principale que font la majorité des gens quand ils réalisent des refontes ou des migrations. Il existe donc deux manières d'optimiser son site. Il y a la radicale et il y a la mesurée. La mesurée, elle va cocher certaines cases et être pertinente dans certains cas. La radicale va être pertinente dans d'autres. Commençons premièrement par la radicale, ou plutôt les refontes. Les refontes, selon nous, mais c'est quand même devenu une vérité, sont pertinentes si votre base de thème Shopify, principalement, devient obsolète. C'est-à-dire que vous traînez des casseroles techniques liées au fait que votre base de thème est vieille, et lente, ne dispose pas d'assez d'options de personnalisation dans laquelle vous êtes dépendant d'un développeur pour faire la moindre modification, oui, ça vaut le coup de songer à améliorer cette base de thème. Mais attention, n'en profitez pas pour faire une amélioration de la DA ou un repositionnement de la marque au même moment, parce que vous risquez d'avoir des secousses dans des performances qui sont acquises par la marque, donc de conversion ou d'AOV, sans être capable de savoir de quel changement ça venait. Donc, si vous avez votre base de thème à remplacer et qu'elle devient obsolète, conservez le même thème visuellement et la même expérience. Au moins, le même niveau d'information, la même information au même endroit. Je sais que c'est difficile et je sais que la majorité d'entre vous ne vont pas se retenir. Mais croyez-moi et faites-moi confiance pour avoir publié des dizaines de refontes par le passé, vous devez vous abstenir et faire bouger ce niveau d'information par la suite en étant encore une fois en contrôle de vos variables. Une deuxième raison de faire une refonte, c'est de faire une optimisation de vitesse de chargement. J'appelle une refonte un moment où on va devoir changer plusieurs variables d'un coup. Et oui, la vitesse de chargement, ce n'est pas quelque chose qu'on va tester, c'est quelque chose qu'on va résoudre. On va trouver les librairies qui prennent le plus de temps à charger, on va les supprimer ou les compresser. On va faire de même avec les médias ou toutes les ressources qui prennent du temps. Mais dans certains cas, on se rend quand même compte que c'est un travail de fourmi qui peut, exception, être lié au changement d'une base de thème obsolète, parce que les bases de thème nouvelles sont aussi souvent très optimisées pour la vitesse de chargement et vous ne prendrez pas trop de risques à avoir un site plus rapide et plus de personnalisation en interne. Je vous dis ça, et c'est une exception, parce qu'on ne touche pas à l'interface visuelle, on ne touche pas aux composants auxquels votre utilisateur a accès. Donc, vous avez le droit de faire les deux en même temps. Ensuite, une raison de la refonte pourrait être une amélioration de la DA. Ici, je parle principalement de l'aspect très visuel du site et du design. Parce qu'on se retrouve souvent avec des marques qui balancent des créatifs publicitaires à foison et qui se perdent un petit peu, ou du moins qui s'écartent assez facilement de la DA globale qui était définie en premier lieu. Et le but, c'est de rééquilibrer ça au fur et à mesure. On a déjà eu l'expérience avec certaines marques comme Signe, Circles ou Boku, d'avoir lancé tellement de tests sur la boutique en étant trop focus sur la partie panier moyen, conversion, etc., qu'on s'était écarté, on avait créé un écart avec les créatifs qui étaient testés d'un côté, le site qui avançait ou même les emails. Et donc ça vaut le coup de prendre du temps, de step back et de consacrer un mois à la réunification, à la cohérence visuelle globale qu'on a sur la marque. Mais ne pas mélanger ce chantier avec un chantier de vitesse, un chantier de base de thème obsolète, etc. Une autre raison dans laquelle vous pourriez être un petit peu plus radical, c'est un repositionnement de votre marque. Typiquement, on mène une étude en ce moment sur une marque pour optimiser au maximum sa transition d'une marque très considérée comme marketing vers une marque très scientifique, laboratoire. Et donc là, on va devoir modifier beaucoup de choses sur le site, mieux mettre en avant nos sources et nos preuves scientifiques et mieux nuancer nos propos et les arguments qu'on met en avant sur le site. Et ça va retoucher du contenu, ça va retoucher des visuels produits. Et donc c'est évidemment considéré comme une refonte car on modifie plusieurs variables d'un coup et on risque potentiellement aussi d'affecter les performances de la marque. Alors autant être très focus sur ce métier-là pour savoir d'où ça vient. Alors il existe potentiellement d'autres raisons de faire une refonte, mais allez-y tranquille, parce qu'on va découvrir une autre manière de faire avancer son site, et cette manière, c'est la manière mesurée. C'est une approche CRO/AB testing. Et je n'ai pas parlé que d'AB testing, parce que tout le monde et toutes les personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui n'ont pas forcément le nombre de transactions nécessaires pour réaliser des AB tests. Chez Deployer, par exemple, on demande 2000 transactions tous les mois.
Ce nombre a évolué au fil du temps, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment le minimum si on veut atteindre des résultats qui sont significatifs et aussi lancer assez de tests pour justifier la valeur globale du service. Donc, maintenant, vu que vous n'êtes pas obligé de faire des A/B tests pour avoir une approche qui soit mesurée et plus méthodique, donc dite CRO, le but ici, ça va être de remettre en question les variables principales de votre funnel une à une, en étant en contrôle de ces dernières. Donc là, on va encore plus zoomer sur le prix, l'offre, le coût, les modes de livraison, le premier visuel produit, la liste de bénéfices par exemple. On partait d'un côté d'une refonte dans laquelle on allait modifier plusieurs variables, mais la variable globale restait en contrôle. On parlait d'un sujet de vitesse, on parlait d'un sujet de DA, on parlait d'un sujet de positionnement marketing ou d'angle marketing potentiellement. Ici, on va parler d'une seule variable qui est cette fois-ci présente sur le site. Et on doit vraiment être en contrôle de cette dernière pour savoir ce qui marche pas et tirer un apprentissage sur ce sujet. L'A/B testing sera l'option ultime pour récolter de la donnée pure et une vérité qui est propre au store. Et si vous n'avez pas assez de transactions pour valider des cycles d'A/B test significatifs, ne changez simplement que ça. Ce sera déjà mieux que ce que font 80% des stores qui existent aujourd'hui. Vous serez capable quand même de cerner si vous êtes en train de faire une erreur ou pas. Et je me place principalement du côté de l'erreur parce que le but, c'est pas de voir si vous faites un simple test et pas un A/B test. Le but, c'est pas de voir si vous apportez plus. Le but, c'est de voir si vous ne sabotez pas vos performances actuelles. Sinon, ça reste du bon sens. Typiquement, si vous augmentez votre prix de 5% ou de 10% et que vous ne voyez pas vos performances en conversion se péter la gueule, vous êtes quand même assez confiant sur le fait que chaque transaction en plus vous apportera 5 à 10% de revenus supplémentaires et les calculs seront quoi qu'il arrive très bénéfiques pour votre marque. Donc soyez méthodique, isolez vos variables et n'allez pas trop vite parce que le plus important c'est de récolter une réponse. Une autre raison de faire des A/B tests, par exemple, je l'ai mis ici, c'est une nouvelle sortie de produit. Donc on pourrait remettre en question des composants actuels, mais on peut aussi se servir de l'A/B test pour répondre à des problématiques de boîte. Par exemple, comment intégrer mon produit de la meilleure manière, comment mettre en place un nouveau type de navigation ou de filtre produit pour aller plus loin, comment l'aspect plus scientifique de la marque va impacter mes performances, sachant que quoi qu'il arrive, c'est la direction et le positionnement vers lequel je me dirige. Tout ça, l'A/B testing permet d'y répondre et d'apporter des réponses claires. C'est ce qu'on fait tous les jours chez The Deployer, auprès de boutiques comme Boku, Hydratis, MyVariation. Et si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo. Continuons donc vers les autres parties ou manières de faire avancer votre site, qui cette fois-ci sont un petit peu plus secondaires. On retrouvera l'emailing, bah oui, la mise en place de pop-up, de capture de mail, tout ça va intervenir sur votre boutique. La création de pages de capture sur lesquelles vous pourriez faire des campagnes marketing isolées qui pointent vers de la récolte de mails, qui allongent certes votre parcours et votre cycle d'achat, mais qui permettent aussi d'augmenter la base d'email que vous pourrez percer par la suite lors de grosses périodes de promotion. La partie navigation, avec l'implémentation de nouveaux filtres ou manières de trier vos produits, évidemment encore plus pertinent si le catalogue commence à se remplir. Vous avez ensuite les formulaires de diagnostic, mais c'est des tâches qui sont très lourdes à mettre en place. Je vous les conseille seulement si vous avez cerné un problème de navigation, on pourra en parler plus tard, et j'ai même une vidéo qui traite ce sujet. Les pop-up de chat ou guides d'achat, amélioration des fonctions de recherche par exemple. Attention, tout ça, ça peut être une manière de modifier son site ou une raison, mais ça peut être aussi une raison d'effectuer un A/B test. Généralement, quand on a cerné un problème de navigation, on a déjà mené des tests sur les fonctions de tri ou de filtre pour les optimiser et savoir lesquelles marchaient ou généraient de l'intérêt. On a déjà fait des tests sur des formulaires de diagnostic ou sur des mises en avant de formulaires de diagnostic. Je vous ai mis un résultat juste ici. Idem sur le pop-up de chat ou les guides d'achat, parce qu'il y a des solutions IA ou il y a même du support pur qui permet d'y accéder ou de répondre à ces problématiques-là. Pareil sur les améliorations des fonctions de recherche, où on pourrait par exemple faciliter le parcours de l'utilisateur en pré-remplissant ce qu'il recherche ou en proposant des recherches préconçues. Il y a quand même pas mal de trucs à faire qui peuvent être répondus par des tests pour savoir évidemment si ça impacte ou pas et à quelle hauteur les conversions ou le panier moyen. Expansion à l'international pour quelques marques assez avancées dans lesquelles vous allez devoir répondre aux questions de traduction, multi-currency, multi-store, gestion des taxes and duties, synchronisation des modifications. Ben voilà, c'est encore un chantier isolé dans lequel vous devez mettre toute votre attention sur ce sujet-là et ne pas avoir des problèmes de vitesse ou autres à régler en même temps, histoire d'être focus et d'être en contrôle encore une fois de cette variable-là. La LTV.
mise en place d'un programme de fidélité, amélioration des comptes utilisateurs, offre VIP, exclusivité pour vos clients fidèles. Ça se différencie un petit peu du programme de fidélité parce qu'il y a des features parfois différentes sur ces deux parties. Programme de parrainage ou le fait d'offrir du cashback pour vos clients. Quelques parties bonus avec le fait de réduire les retours. Donc ça, c'est aussi d'autres raisons qui font qu'on a dû toucher, par exemple, à un site web de clients pour des raisons qui n'ont pas été listées jusqu'à maintenant. Réduire les retours, ça peut par exemple se traduire par le fait qu'on mette en place quelque chose sur le panier quand on remarque sur une marque de textile qu'un utilisateur ajoute 2 fois le même produit en taille différente et qu'on lui dise bah, écoute, vous avez vraiment consulté notre guide des tailles parce qu'on sait pertinemment que c'est un produit qui va être voué à être retourné. Une feature en cas de double taille au panier, donc c'est ce que je viens de dire. Des guides de taille améliorés, un formulaire de compatibilité, on en parlait, et c'est une fonctionnalité qu'on a en place sur une boutique comme Boku par exemple, qui sont des problématiques qui sont propres à votre marque et des raisons pour lesquelles on devrait toucher au site. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place en même temps que la refonte de votre site pour une DA. C'est quelque chose qu'on isole une fois que ces chantiers-là sont traités, sont prêts et qu'on a toute l'attention nécessaire pour y arriver. Alors si je reviens un petit peu en place, dans quel ordre vous devriez faire les choses. Premièrement, si vous réalisez moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois sur votre boutique e-commerce, je vous invite à checker cette conférence complète qui vous explique toutes les étapes par lesquelles vous devrez passer. Ensuite, partons du principe, si vous regardez cette vidéo, que vous allez déjà avoir une boutique en place. Le premier truc sur lequel vous devez vous concentrer, c'est l'acquisition. Le second, c'est la remise en question de vos prix, vos offres, vos visuels produits et ou la mise en place de premières landing pages pour tester votre discours, vos angles marketing et différentes approches sur le produit. Avec ça, vous allez pouvoir récupérer plus d'informations ou des informations précieuses sur vos fondations. Optimisez ensuite directement votre tracking parce que ça vous permettra d'avoir une acquisition qui est plus rentable et qui s'optimise aussi autour des personnes qui achètent. Le SEO, si ce n'est pas votre cœur de métier et si ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez construit votre boutique dès le début, intégrez-le beaucoup plus tard. Une fois que vous avez déjà stabilisé des dizaines de milliers d'euros par mois sur votre site, parce que c'est des chantiers très longs, qui vont être coûteux, et sur lesquels vous n'allez pas obtenir de résultats directs. Donc, c'est une priorité 2 ou 3, mais à faire pour plus tard. Ensuite, parlons de refonte ou de test. Donc, on va utiliser vraiment cette approche CRO pour commencer à remettre en question les variables les plus importantes sur notre funnel, à savoir les prix, les offres, etc. C'est des réponses que vous devez obtenir dès le début parce qu'elles font partie des fondations de votre boîte. Et puis ensuite, vous pourrez réfléchir à votre positionnement, s'il a évolué, ou à l'amélioration de votre DA, si vous avez des dissonances entre vos créatifs publicitaires, le design de votre site et celui de vos emails. Parlons évidemment des emails. C'est quelque chose que vous devez mettre en place une fois que vous avez stabilisé du trafic. Donc de la capture de mail avec généralement un code de bienvenue, c'est ce qui se fait le plus. La mise en place de pages de capture potentiellement pour avoir des campagnes qui dirigent direct vers de la capture de mail. Et la mise en place de vos premiers flows et tout ce qui va se jouer sur votre CRM au global. Ça vous permettra d'avoir un écosystème complet dans lequel, évidemment, je ne parle pas de logistique ou ce qui se passe post-achat. Ici, on reste quand même concentré sur tout ce qui va toucher au site. Et puis, vous allez déjà avoir un premier cycle qui va être mis en place. Le reste dépendra des variables qui sont propres à votre marque. Typiquement, si vous avez plus de 50 produits, bah oui, les problématiques de navigation vont être à considérer avant des boutiques monoproduits, en tout cas bien avant elles. Et puis, vous allez devoir, une fois que vous aurez trouvé votre offre, vous concentrer sur les offres complémentaires et les cross-sell, donc d'autres types de produits, e-book, assurance ou autre manière d'augmenter votre panier moyen, autre qu'une quantité ou un multiple de quantité du produit actuel. Bon, déjà avec ces informations-là, vous devriez avoir de quoi vous occuper. Si vous êtes dans le flou, si vous ne savez plus trop où aller, quel prochain pas faire pour débloquer du revenu supplémentaire sur votre boutique, n'hésitez pas à prendre un appel dans la description de cette vidéo ou même l'écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair et on se retrouve dans une prochaine.